ton avis ne vaut rien. Ces 4 mots, mon gendre me les a jetés au visage comme une poignée de terre sur un cercueil, devant ma propre fille, silencieuse. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Ce soir-là, en rentrant dans mon modeste appartement, j'ai cru que ma vie de sacrifice s'achevait sur cette humiliation finale, celle d'être devenue invisible aux yeux des miens. Mais ni lui, Antoine, ni elle, Élise, ne savaient que le destin, avec son ironie cruelle, allait bientôt donner à mon avis une valeur inestimable. Ils ignoraient que ma mémoire, celle d'un vieil homme aux habitudes immuables, détenait une scène, un souvenir, une image qui se dressait désormais entre cet homme arrogant et les portes d'une prison. Mon appartement est devenu une sorte de sanctuaire du silence. La lumière du soir filtre à travers les voilages jaunis, dessinant de longues ombres sur le parquet usé. Je suis assis dans mon vieux fauteuil en velours, celui que ma femme aimait tant, et son absence pèse plus lourd que les 40 années de souvenirs qu'il contient. L'air sent le bois froid et un peu la poussière, une odeur de vie mise en pause. Parfois, le seul bruit est le tic-tac régulier de la vieille horloge comtoise, un son qui ne mesure plus le temps qui passe, mais l'épaisseur de ma solitude. Chaque craquement du plancher, chaque murmure de la tuyauterie me rappelle que je suis seul. Ce n'est pas une solitude choisie, mais une solitude imposée, un exil dans mon propre refuge, où les murs semblent avoir absorbé l'indifférence de ceux que j'aime. Mes mains, autrefois si habiles, reposent sur mes genoux, inertes. Elles ne savent plus quoi faire. Sur la commode, mes outils d'ébéniste sont rangés dans une boîte en chêne, que j'ai fabriquée il y a des décennies. Ils sont propres, silencieux, comme des soldats attendant des ordres qui ne viendront jamais. À côté, une photo d'Élise, à ses 7 ans, souriante, un pissenlit à la main. Ce visage radieux est un fantôme qui me hante. Un rappel cruel de la femme qu'elle est devenue, cette étrangère silencieuse, qui a laissé son mari m'effacer de leur vie. Chaque objet dans cette pièce est une cicatrice, un témoignage d'un amour que j'ai cru inconditionnel. J'ai vendu mes rêves pour construire les siens, pièce par pièce. Et aujourd'hui, je contemple les ruines de mon investissement, un père devenu une simple relique. Ma routine est immuable, une mécanique pour ne pas sombrer, le café du matin, préparé pour une seule tasse. La promenade, toujours la même, dans ce quartier où les visages changent, mais où personne ne me voit vraiment. Je suis devenu transparent, une silhouette grise, qui se fond dans le décor urbain. Les commerçants me saluent d'un signe de tête distrait, les jeunes gens m'évitent sur le trottoir sans même s'en rendre compte. Je ne suis plus Marcel, l'artisan qui connaissait tout le monde. Je suis juste un vieil homme. Cette invisibilité est une forme de mort lente. On ne vous hait pas, on ne vous aime pas, on ne vous remarque simplement plus. C'est une négation polie de votre existence, et c'est peut-être la plus cruelle des humiliations, car elle vous prive même du droit de vous défendre. La nuit, c'est le pire. Le silence de l'appartement laisse toute la place aux mots d'Antoine. Ton avis ne vaut rien. La phrase tourne en boucle dans ma tête, non pas avec la violence de la colère, mais avec le poids sourd d'une vérité acceptée. Je ne ressens pas de haine pour lui. La haine est une énergie, une connexion. Ce que je ressens est un vide immense, le froid d'un espace où se trouvait autrefois un pilier de ma vie, la reconnaissance de ma fille. Son silence, ce jour-là, a été le coup le plus dur. C'était une approbation muette, la confirmation que j'étais devenu un fardeau. Cette douleur n'est pas aiguë, elle est chronique, une pression constante sur ma poitrine qui me coupe le souffle, me rappelant que l'architecte de leur bonheur a été mis au rebut. Le bois a toujours été ma première langue. Avant même les mots, il y avait l'odeur de la sciure, le contact du grain sous mes doigts, la promesse d'une forme cachée dans chaque planche brute. Mon rêve de jeunesse n'était pas extravagant. Un petit atelier à moi, avec une grande baie vitrée donnant sur un jardin, où je pourrais créer des pièces uniques, des meubles qui raconteraient une histoire. J'avais déjà dessiné les plans de cet atelier, sur des centaines de carnets. C'était mon refuge, ma cathédrale. Puis j'ai rencontré Hélène, ma femme, et son sourire est devenu une lumière plus douce, et plus nécessaire que celle de n'importe quelle baie vitrée. Notre amour était une chose simple et solide, comme un assemblage bien fait, et quand Élise est née, j'ai compris que je ne construirais pas seulement des meubles, mais une vie. La naissance d'Élise a redéfini la géométrie de mes ambitions. Mon rêve n'a pas disparu, il a simplement changé de propriétaire. Chaque matin, en partant pour l'atelier d'un autre, je ne voyais plus les barreaux d'une cage, mais les fondations de son avenir. Ces petites mains qui s'agrippaient à mon doigt calleux, avaient plus de force que n'importe quelle ambition personnelle. Mon corps est devenu un outil au service de sa croissance. Les longues heures, le dos courbé sur l'établi, la poussière fine qui se logeait dans chaque ride de mon visage, tout cela n'était plus une corvée, mais une offrande silencieuse. Je rentrais le soir, fatigué mais entier, car je savais que ma sueur se transformait en chaleur dans notre foyer, en nourriture sur notre table,
en sécurité pour elle. Mes mains, qui rêvaient de sculpter des arabesques complexes sur du bois de rose, ont appris la patience de la réparation. J'ai réparé les jouets cassés, renforcé les chaises chancelantes, posé des étagères pour ces livres qui s'accumulaient. Je me souviens des hivers où je passais mes samedis à isoler les fenêtres pour que le froid ne vienne pas la déranger dans son sommeil. C'était un travail invisible, un amour qui ne se criait pas mais qui se bâtissait clou après clou, planche après planche. Ma femme Hélène transformait mes modestes revenus en miracles quotidiens. Nos repas n'étaient jamais opulents, mais ils avaient le goût de l'attention, de l'effort partagé. Nous étions une équipe, les architectes silencieux d'un bonheur simple, et Élise en était le chef-d'œuvre vivant. Je n'ai jamais eu les moyens de lui offrir les poupées luxueuses des vitrines du centre-ville. À la place, je lui taillais de petites figurines dans des chutes de bois de hêtre ou de merisier. Je me souviens d'un petit cheval à bascule, que j'avais passé des semaines à fabriquer le soir, après ma journée de travail. Quand elle l'a vu le matin de son anniversaire, ses yeux se sont illuminés d'une joie si pure, qu'elle aurait pu effacer toute la fatigue du monde. Ce regard était ma paye, la seule monnaie qui comptait vraiment. Ses vêtements étaient souvent ceux de ses cousines, repris et ajustés par sa mère, mais elle les portait avec une fierté qui les rendait neufs. Nous lui avons appris que la valeur des choses ne résidait pas dans leur prix, mais dans l'amour qu'elles contenaient. Les promesses que je lui ai faites n'ont jamais été prononcées à voix haute, c'était un contrat tacite, gravé dans le silence de mes gestes quotidiens. La promesse qu'elle ne manquerait jamais de l'essentiel. La promesse que son éducation serait une priorité absolue, une porte que je lui ouvrirais, quel qu'en soit le coût pour moi. Je la regardais faire ses devoirs à la table de la cuisine, le visage concentré, et je voyais en elle une intelligence vive, une curiosité qui méritait d'être nourrie. Je savais que son monde serait plus grand que le mien, que ses horizons dépasseraient les murs de l'atelier et les frontières de notre quartier. Et cette certitude était la plus belle des récompenses, une justification à tous mes efforts passés et à venir. Quand le moment est venu pour elle d'entrer à l'université, la question de l'argent s'est posée avec une brutalité concrète. Les études qu'elle voulait faire, à Lyon, étaient coûteuses. Ce soir-là, après avoir épluché les comptes avec Hélène, j'ai pris une décision. Je suis descendu à la cave, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les plans de mon atelier de rêve, je les ai regardés une dernière fois, puis je les ai rangés. Je ne les ai plus jamais ressortis. Ce rêve-là appartenait à un autre temps, à un autre homme. Le nouvel homme que j'étais, le père, avait un projet plus urgent, plus important. J'ai pris des heures supplémentaires, j'ai travaillé les week-ends, acceptant chaque tâche, chaque chantier, sans jamais me plaindre. Mon corps protestait, mais mon cœur était en paix. Le sacrifice le plus visible, celui qui a marqué un point de non-retour, a été la vente du terrain. C'était une petite parcelle de terre que mes parents m'avaient laissée. Un lopin de terre, où rien ne poussait, sauf les souvenirs de mon père m'apprenant à reconnaître les arbres. C'était mon seul lien tangible avec eux, mon seul patrimoine. J'avais toujours imaginé y construire mon atelier, ou peut-être une petite maison pour mes vieux jours. Mais quand Élise et Antoine ont voulu acheter leur premier appartement, et qu'il leur manquait cet apport crucial, la décision n'a même pas été un dilemme. Ce terrain, c'était de la terre, des racines. En le vendant, je ne faisais que transplanter ces racines pour qu'elles puissent nourrir un nouvel arbre, leur famille. L'acte de vente a été signé un mardi matin pluvieux, dans le bureau froid d'un notaire. Les 50 000 € n'ont même pas transité par mon compte. Ils sont allés directement financer leur projet. Je me souviens du soulagement sur le visage d'Élise, de la poignée de main un peu trop rapide d'Antoine. Ils étaient heureux, et à ce moment-là, c'était tout ce qui importait. J'ai ressenti un pincement, bien sûr, une sorte de deuil silencieux pour ce morceau de mon histoire personnelle qui s'envolait. Mais je l'ai vite étouffé sous la fierté de les voir s'établir, de les savoir en sécurité. J'avais transformé le passé de mes parents en l'avenir de ma fille. Pour un père, il n'y a pas de transaction plus juste, pas d'investissement plus sensé. J'ai continué à travailler jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent, jusqu'à ce que mon dos crie grâce, et que mes mains tremblent trop pour tenir un ciseau à bois avec précision. La retraite n'a pas été un choix, mais une nécessité physique. Hélène était déjà partie, emportée par la maladie quelques années plus tôt, me laissant seule avec mes souvenirs et ce silence que je n'arrivais pas à apprivoiser. Ma vie de labeur s'achevait sans l'apothéose de mon propre atelier, sans la reconnaissance d'un chef-d'œuvre. Mon chef-d'œuvre, c'était elle, Élise. C'était sa réussite, son confort, sa famille. J'avais tout misé sur elle, convaincu que l'amour et le sacrifice étaient des matériaux imputrescibles, capables de résister à l'épreuve du temps. Je n'ai jamais tenu de compte. Un père ne présente pas de facture à ses enfants. Chaque heure de travail, chaque euro mis de côté, chaque rêve abandonné, était un don, pas un prêt. Je ne demandais rien en retour, ni gratitude,
ni reconnaissance ostentatoire. Je voulais simplement une place, même modeste, dans le monde que j'avais aidé à construire. Une chaise à leur table, un regard respectueux. La simple certitude que ma présence avait encore un sens pour eux. Je pensais que le lien qui nous unissait était fait du bois le plus noble, un chêne massif, impossible à fendre. Je n'avais pas compris que pour certains, les fondations sont faites pour être oubliées une fois que la maison est bâtie. En repensant à tout cela, je ne ressens pas de regret pour les sacrifices eux-mêmes. Je les referai sans hésiter, car ils ont été dictés par l'amour le plus sincère. Ce qui me pèse, c'est la prise de conscience tardive, que l'amour n'est pas toujours un langage universel. J'ai parlé avec mes mains, ma sueur, mes silences. J'ai construit, réparé, soutenu. J'ai cru que mes actions parlaient plus fort que des mots. Mais j'ai fini par découvrir que dans leur monde, un monde de paroles rapides, d'ambitions affichées et de succès matériels, mes actions étaient devenues muettes, puis invisibles. L'artisan a été effacé par son œuvre, et le père est devenu une simple anecdote dans l'histoire de sa propre fille. Le paradoxe est cruel. Toute ma vie, j'ai donné de la valeur aux choses par mon travail, transformant le bois brut en objet utile et beau. J'ai donné de la valeur à leur vie par mes sacrifices. Et aujourd'hui, mon propre avis, ma parole, mon être tout entier, a été décrété sans valeur par celui-là même qui habite une maison payée en partie par la vente de mes racines. Il m'a jeté ces mots au visage comme on se débarrasse d'un vieil outil usé, sans se douter que cet outil, même silencieux et rangé dans un coin, conserve une mémoire infaillible. Une mémoire qui, aujourd'hui, pourrait bien se révéler être la pièce la plus précieuse et la plus tranchante de toutes. Après l'humiliation de ce dîner, le silence qui s'est installé n'était plus le même. C'était un silence froid, délibéré. Mes appels à Élise tombaient de plus en plus souvent sur sa messagerie, et ses réponses, quand elles venaient, étaient laconiques, remplies d'excuses plausibles, mais impersonnelles. J'étais en réunion, désolé, je n'ai pas entendu. Les visites, autrefois un rituel mensuel, sont devenues un événement rare, puis une exception. Quand je les voyais, l'air était lourd. Antoine m'ignorait, les yeux rivés sur son téléphone, comme si ma présence était une interférence. Élise, elle, s'efforçait de maintenir une conversation polie mais vide, son regard fuyant constamment le mien. Les mots de son mari n'avaient pas été un simple dérapage, mais le signal clair que ma place dans leur vie était désormais sur la sellette, une place tolérée, avec une impatience grandissante. Le rejet a ensuite pris des formes plus subtiles, plus insidieuses, se glissant dans les gestes et les non-dits. Ce n'était plus dans les mots, mais dans la façon qu'avait Élise de regarder par-dessus mon épaule quand je lui parlais, son esprit visiblement déjà ailleurs. C'était dans la poignée de main d'Antoine, le bout des doigts à peine tendu, un contact aussi froid et bref qu'une transaction. Chaque détail était une piqûre. Le soupir d'agacement à peine contenu quand je mettais trop de temps à monter leurs escaliers. Le verre de vin qu'on oubliait de me proposer quand ils se servaient. Ces micro-agressions étaient plus cruelles qu'une insulte franche, car elles étaient dénuées de toute passion. C'était l'indifférence à l'état pur. Une manière de me signifier que j'étais devenu un meuble démodé et encombrant dans le décor de leur nouvelle vie. Puis est venu le temps des décisions importantes, celles dont j'ai été systématiquement écarté. J'ai appris par une voisine que mes petits-enfants allaient changer d'école pour un établissement privé, plus prestigieux, plus en accord avec le statut social qu'Antoine tenait tant à afficher. Élise ne m'en avait jamais parlé. Lorsque je l'ai interrogée, avec une douceur qui me coûtait, elle a balbutié une excuse, disant qu'elle ne voulait pas m'ennuyer avec ces détails. L'avenir de mes petits-enfants, des détails. Plus tard, j'ai découvert par hasard qu'ils avaient fait de grands travaux dans leur appartement. J'ai vu les gravats dans la cour. Moi, l'artisan, le bâtisseur qui avait monté la plupart de leurs meubles, je n'avais même pas été informé, encore moins consulté. J'étais devenu un simple spectateur de leur existence, un étranger à leur projet de vie. L'humiliation la plus profonde fut silencieuse, presque invisible. C'était lors de la fête d'anniversaire de mon petit-fils, Léo. Dans leur grand salon fraîchement rénové, rempli d'amis jeunes, élégants et bruyants, j'étais assis sur une chaise dans un coin, un verre d'eau à la main. On me présentait d'une formule rapide, le père d'Élise, et aussitôt le tourbillon des conversations reprenait, me laissant sur le rivage. J'étais une relique. Une anomalie silencieuse dans leur monde moderne. Élise s'affairait, riait aux éclats, son regard balayant la pièce sans jamais se poser sur moi, comme si j'étais un élément du décor. Je voyais mon petit-fils déballer des cadeaux high-tech, si loin des jouets en bois que je lui avais sculptés. Je suis parti avant le gâteau. Personne, absolument personne, n'a semblé remarquer mon absence. Quelques mois plus tard, le jour de mes 72 ans, le téléphone est resté muet. J'ai attendu. Toute la journée j'ai guetté une sonnerie, un message, rien. Le soir est tombé sur mon appartement vide,
et chaque tic-tac de la vieille horloge comtoise résonnait comme un coup de marteau sur une enclume froide. J'ai compris qu'ils avaient oublié. Ou peut-être, et c'était pire encore, qu'ils avaient délibérément choisi de ne pas s'en souvenir. J'ai sorti une vieille photo d'Hélène, je l'ai posée sur la table et j'ai dîné seul d'une soupe en sachet, son sourire figé comme seul compagnon. Je ne ressentais pas de pitié pour moi-même, mais une tristesse abyssale, la certitude d'avoir été effacé de leur calendrier, rayé de leur histoire. Un père dont on oublie l'anniversaire n'est plus un père. Il est une formalité administrative dont on s'est enfin acquitté. La dernière fois que j'ai tenté de franchir le mur, c'était un dimanche après-midi. Je n'avais pas prévenu, dans un espoir insensé de retrouver une spontanéité perdue. J'ai sonné à leur interphone. La voix d'Antoine, nette et tranchante, « C'est qui ?» Point. J'ai répondu, ma propre voix me semblant faible. « C'est moi Marcel. » Un long silence a suivi. En fond j'entendais des rires d'enfants, de la musique, la vie. Puis la sentence est tombée, plus froide que le métal de l'interphone. On est occupé. On ne peut pas maintenant. Le clac sec de la communication coupée a mis un point final à ma tentative. Je suis resté immobile sur le trottoir, regardant leurs fenêtres. Ce n'était pas une porte qu'ils venaient de fermer, c'était un livre. J'avais beau avoir construit les premières pages, ils en avaient arraché l'accès. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'Élise elle-même a oublié, c'est que je suis un homme d'habitude. Ma vie est réglée comme une horloge, et ma promenade de l'après-midi en est le balancier. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, je quitte mon appartement pour marcher dans l'ancienne zone industrielle, à la lisière de la ville. C'est un lieu hors du temps, un cimetière de briques rouges et de hangars silencieux, où la nature reprend lentement ses droits. Pour d'autres, c'est un décor de désolation. Pour moi, c'est un sanctuaire. L'odeur du métal froid et de la terre humide me rappelle l'atelier de ma jeunesse, les promesses d'un autre temps. Dans ce silence, je ne suis pas seul. Je suis avec mes souvenirs, et ma mémoire y est plus claire, plus précise que nulle part ailleurs. C'est là que je me sens encore entier. C'est au cours d'une de ces promenades il y a quelques mois, que j'ai vu Antoine. C'était un après-midi d'automne, la lumière était basse et dorée. Il se tenait au fond d'une ruelle étroite, entre deux entrepôts désaffectés, un endroit où personne ne va jamais par hasard. Il n'était pas seul. Un autre homme était avec lui, un individu que je n'avais jamais vu, à l'allure nerveuse. J'ai observé la scène de loin, sans intention particulière, simplement parce qu'elle détonnait dans le décor familier. Antoine lui a tendu une enveloppe épaisse, et l'autre l'a prise sans un mot avant de disparaître rapidement. Sur le moment, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Des affaires, me suis-je dit. Le monde d'Antoine m'était si étranger que je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai simplement rangé l'image dans un coin de ma mémoire. Cette image anodine a dormi tranquillement pendant des mois, jusqu'à la semaine dernière. On a sonné à ma porte. Ce n'était ni Élise ni Antoine. C'était un homme en civil, un inspecteur de police. Il s'est présenté poliment, m'a posé des questions sur mes habitudes, mes promenades. Puis il a prononcé le nom d'Antoine Lambert, et a mentionné une enquête pour fraude. Il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel dans le quartier industriel à une date précise. La date correspondait. L'image de la ruelle, de l'enveloppe, de l'homme nerveux, est revenue avec une clarté foudroyante. J'ai compris à cet instant. Mon souvenir, ce détail sans importance, était la pièce manquante de leur puzzle. La vie de l'homme qui ne valait rien, était devenue la clé qui pouvait ouvrir ou fermer la porte d'une cellule de prison. L'ironie était si cruelle, si parfaite. L'inspecteur me regardait attendant une réponse. Son stylo était prêt à noter le moindre mot. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un attendait ma parole avec une telle intensité. J'ai senti le poids de ce pouvoir nouveau, silencieux et absolu. Le visage d'Antoine, son mépris, le silence d'Élise, tout a défilé devant mes yeux. Mais la vengeance est une émotion bruyante, et je n'aspirais qu'au calme. J'ai donc regardé l'inspecteur droit dans les yeux, mon visage aussi lisse et impassible que le bois que j'ai poli toute ma vie. C'était un après-midi comme les autres, ai-je dit d'une voix neutre. J'ai besoin de temps pour me souvenir des détails. La mémoire à mon âge est capricieuse. Je n'ai pas menti. Mais je n'ai rien donné. Ma mémoire n'était plus indue. Elle avait désormais un prix, leur attente, leur incertitude. Le bureau du notaire était impersonnel, l'air sentait le papier et le café tiède. Assis en face d'un homme que je n'avais jamais vu, j'ai dicté mes dernières volontés, avec une voix que je ne me connaissais pas, une voix calme, presque détachée. Chaque mot était une pierre que je retirais des fondations de leur vie. Élise, Antoine, leurs enfants, tout ce que j'avais construit pour eux, mon modeste pécule, l'appartement lui-même, tout a été réattribué. Pas à une autre branche de la famille, mais à une fondation pour jeunes apprentis dans les métiers du bois. Ce n'était pas un acte de vengeance. La vengeance est un plat qui se mange chaud,
avec colère. Ceci était différent. C'était un acte de justice silencieuse, une rectification comptable de ma propre vie. Je reprenais ce que j'avais donné, non pas l'argent, mais la signification de mon héritage. Mon histoire ne s'achèverait pas comme une note de bas de page dans la leur. De retour dans mon appartement, une légèreté nouvelle m'a envahi. Chaque objet était une encre me retenant à un passé douloureux. J'ai commencé par mes outils. Je les ai sortis de leur boîte, le métal froid et familier sous mes doigts. Ils avaient façonné des jouets pour ma fille, réparé les meubles de sa maison, construit les étagères de ses enfants. Leur travail était terminé. J'ai appelé un jeune ébéniste du quartier, un garçon dont j'admirais la passion brute. Je lui ai tout offert. Son regard, mélange d'incrédulité et de gratitude immense, a été la seule récompense dont j'avais besoin. C'était la reconnaissance que j'avais attendue en vain. Ensuite j'ai vendu les meubles, les bibelots, tout ce qui restait. Je ne vidais pas un lieu, je me libérais d'un rôle. Je cessais d'être le père d'Élise pour redevenir simplement Marcel. L'argent des ventes n'a pas touché ma main bien longtemps. J'ai rédigé un chèque, anonyme, du montant total, et je l'ai glissé dans la boîte aux lettres d'une petite association locale, qui aidait les mères célibataires. Un sacrifice qui avait nourri l'arrogance se transformait en espoir pour celles qui se battaient vraiment. La boucle était bouclée. La dernière nuit j'ai dormi par terre, dans un sac de couchage, au milieu de la pièce vide. Au petit matin, avec une unique valise contenant quelques vêtements et la photo d'Hélène, j'ai fermé la porte. Sans un regard en arrière. Je n'ai laissé aucune lettre, aucun message. Mon absence serait ma seule explication. À la gare, j'ai pris le premier train pour la côte, vers un petit port, dont le nom chantait une promesse de sel et d'oubli. Je ne fuyais pas. Je partais à ma propre rencontre. Mes actions n'étaient pas le fruit de la froideur, mais d'une clarté absolue. Pendant 40 ans, ma valeur avait été mesurée à l'aune de mon utilité pour eux. En me dépouillant de tout, en devenant inutile à leurs yeux de la manière la plus définitive qui soit, je me suis approprié ma propre valeur. Le véritable pouvoir n'était pas de tenir leur destin entre mes mains, mais de lâcher prise complètement. Ce n'était pas de les voir s'effondrer, mais de me reconstruire loin du bruit de leur chute. Dans le silence du train qui filait à travers la campagne, j'ai senti une paix que je n'avais pas connue depuis la mort de ma femme. Je n'avais pas besoin de leur dire la vérité, ni de leur mentir. La seule vérité qui comptait désormais était la mienne, celle d'un homme libre, qui avait repris le contrôle de son histoire sans prononcer un seul mot. Le premier appel est arrivé un mardi matin. La sonnerie du téléphone m'a paru étrangère dans le silence de mon appartement. C'était Élise. Sa voix, qui était devenue un écho tendu et lointain ces derniers mois, était soudainement chaude, presque sirupeuse. « Papa ? Comment vas-tu ? Je pensais justement à toi. » Le mensonge était si flagrant qu'il en était presque admirable d'audace. Elle a dit qu'il voulait passer dans l'après-midi, pour m'apporter quelques petites choses. Elle n'a pas attendu mon approbation, elle l'a énoncé comme un fait. Je n'ai ressenti aucune surprise, aucun frémissement d'espoir. Mon cœur est resté aussi calme et régulier que la vieille horloge au mur. Je savais que tout cela ne me concernait pas. Cela concernait Antoine. C'était le premier versement en échange de mon silence. J'ai simplement répondu « Bien sûr, je serai là !» Et j'ai raccroché. Le calme de la pièce me semblait moins une solitude qu'une forteresse. Ils sont arrivés les bras chargés, non pas d'affection mais de marchandises. Antoine portait un grand téléviseur à écran plat, encore dans sa boîte, un monolithe absurde dans mon salon spartiate. Élise tenait un panier en osier débordant de fromage coûteux, de charcuterie fine et de vin que je n'aurais jamais pu me payer. C'était une offrande maladroite, désespérée. « Papa, tu nous manques tellement !» a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Antoine, debout derrière elle, a marmonné quelque chose sur le regret de ses paroles, blâmant le stress de son travail. Je les ai regardés, eux et leurs cadeaux destinés à acheter ma mémoire, et j'ai ressenti un calme profond et glacial. J'ai tout accepté avec un hochement de tête tranquille, impoli. C'est trop, il ne fallait pas. J'ai vu le soulagement les envahir, la croyance naïve que leurs dettes pouvaient être réglées si facilement, avec des choses. Ils ont essayé de remplir le silence de mon appartement avec leur gaieté forcée. Élise a bavardé sur les enfants, leur dernière réussite scolaire, une tentative maladroite de me rappeler le lien familial qu'ils avaient si négligemment rompu. Antoine, habituellement si arrogant et dédaigneux, s'est assis sur le bord de mon vieux fauteuil, essayant d'engager la conversation, s'enquérant de ma santé, de mes journées. C'était une pièce de théâtre grotesque, une performance d'amour filial, mise en scène pour un public d'une seule personne. Je les observais, spectateur dans ma propre maison, notant le léger tremblement dans la main d'Antoine alors qu'il se servait un verre d'eau, la façon dont le regard d'Élise revenait sans cesse vers moi,
cherchant un signe de pardon, d'absolution. Mais mon visage est resté un masque placide. J'avais déjà payé ma place pour ce spectacle avec une vie de sacrifice. Maintenant, je regardais simplement le dernier acte, pathétique. Inévitablement, la conversation a dévié vers son véritable objectif. Avec une désinvolture soigneusement construite, Élise a mentionné le désagrément avec la police, qualifiant tout cela de terrible malentendu. Puis est venue la question, enveloppée d'une feinte inquiétude. L'inspecteur qui est venu te voir. J'espère qu'il ne t'a pas trop dérangé? Qu'est-ce que tu lui as dit, papa? Point. J'ai laissé un long silence s'étirer, savourant le poids de leur attente. J'ai regardé ma fille, puis l'homme qui avait déclaré mon avis sans valeur, et je leur ai offert un petit sourire énigmatique. J'essaye de me souvenir, ma fille, ai-je dit doucement, d'une voix égale. C'est si loin maintenant. Tout cela est très confus. J'ai vu la lueur de panique dans leurs yeux, l'effritement de leur espoir calculé. Ils étaient venus pour une transaction, et ils découvraient que le prix de ma mémoire était bien plus élevé qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Le silence qui a suivi leur départ était plus dense, plus lourd que jamais. Le téléviseur, emballé dans son carton, trônait au milieu de la pièce comme un autel grotesque dédié à leur peur. Leurs cadeaux n'étaient pas des présents, mais des chaînes, des tentatives maladroites de me lier à leurs mensonges, de m'acheter une dernière fois. Je les ai regardés sans colère, avec une sorte de pitié lointaine. Pardonner? Ce serait leur donner raison, confirmer que l'amour d'un père est une faiblesse à exploiter. Les détruire en racontant la vérité? La justice des hommes les briserait, mais leur chute éclabousserait inévitablement Élise et mes petits-enfants. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne rien dire, de laisser leur monde s'effondrer ou se sauver sans moi. Mais j'ai compris que mon silence, qu'il soit accusateur ou complice, serait encore une décision prise en fonction d'eux. Mon dernier acte ne pouvait plus leur appartenir. Il devait être pour moi. Le lendemain, je me suis rendu au commissariat. L'inspecteur m'a reçu dans son bureau gris. Je n'ai pas offert d'explication, pas de préambule. J'ai simplement décrit la scène, avec la précision de l'artisan qui ajuste une pièce de bois. La ruelle, l'heure, l'enveloppe, le visage nerveux de l'inconnu et le visage de mon gendre, Antoine Lambert. Chaque mot était un fait, poli et nu, sans l'ombre d'une émotion. J'ai signé ma déposition, puis je suis parti. Je n'ai pas attendu de voir les conséquences. Mon rôle était terminé. En rentrant, j'ai laissé le téléviseur et le panier gourmand intacts, comme des pièces à conviction de leur faillite morale. J'ai pris ma valise, déjà prête, et j'ai fermé la porte de mon appartement pour la dernière fois. Mon témoignage n'était pas une vengeance. C'était la vérité. Et ma liberté la seule justice que je me devais. Aujourd'hui, je vis dans un petit port de pêche où personne ne connaît mon histoire. Le bruit des vagues a remplacé le tic-tac de ma vieille horloge, et l'odeur du sel a chassé celle de la poussière et des regrets. Je n'ai pas pardonné, et je n'ai pas cherché à me venger. Mon témoignage n'était pas un acte contre eux, mais un acte pour moi. C'était la dernière pièce que je devais façonner, non pas avec du bois, mais avec la vérité, pour achever l'œuvre de ma propre vie, et lui redonner sa valeur. Ma justice a été silencieuse, une libération personnelle plutôt qu'une punition infligée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Antoine, ni comment Élise vit avec le poids de son silence. Leur histoire continue sans moi, et la mienne commence enfin, ici, face à la mer. Et vous, auriez-vous donné une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos, ou laisseriez-vous la vie régler les comptes?